Cela ressemble à un scénario digne des meilleurs romans policiers. L'épilogue de cette histoire s'est déroulé mercredi dernier dans ce parking de la banlieue parisienne. Vers 19 h, Franck, le gardien, termine son service quand il voit débouler une trentaine de policiers, armes au poing. Ils sont arrivés à pied, en civil, des inspecteurs, et donc je me suis dit, il y a un problème. Les inspecteurs foncent au niveau -1. Ils cherchent une voiture de couleur sombre. La Clio grise était ici, donc sur la place 60, ici. À l'intérieur du véhicule se trouve l'homme le plus recherché de France. L'arrestation se passe en douceur. Il est inconscient car il a tenté de se suicider en avalant des médicaments. Ils l'ont sorti, ils se sont occupés de lui. Et après, au bout d'un moment, ils l'ont emmené sur un brancard à l'extérieur pour l'emmener à l'hôpital, quoi, voilà. Cet homme s'appelle Abdelhakim Dekar. Il est l'auteur de plusieurs fusillades qui ont semé la terreur pendant une semaine dans la capitale. Le 15 novembre dernier, armé d'un fusil à pompe, il met en joue des journalistes de la chaîne BFM Télé. 3 jours plus tard, sa violence monte d'un cran. Au siège du journal Libération, il fait feu et blesse grièvement un jeune photographe. Quelques heures plus tard, Abdelhakim Dekar tire encore, mais sur la façade d'une banque de la Défense. Son arrestation réserve une surprise aux policiers. L'homme n'est pas inconnu de leur service. 15 ans plus tôt, Abdelhakim Dekar avait été condamné pour son implication dans l'un des faits divers les plus retentissants des années 90. Lors d'une cavale sanglante, Florence Ray et Audrey Maupin, surnommés les Bonnie and Clyde de Paris, avaient tué 4 personnes. Pourquoi cet homme, qui n'avait plus fait parler de lui depuis sa sortie de prison en 98, ressurgit-il aujourd'hui les armes à la main? Son histoire commence dans cette vallée minière de l'Est de la France, en Moselle. La famille Dekar s'est installée là, car le père a trouvé du travail comme sidérurgiste. Abdelhakim naît en 65, il grandit à Neuchef, un petit village de 2500 habitants. En allant à la rencontre de ses proches, nous sommes interpellés par l'une de ses sœurs qui ne dort plus depuis l'arrestation de son frère. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Mon frère, c'est quelqu'un de très bien. Il est trop intelligent. Voilà. Il n'est pas fou. Il est trop intelligent. Malheureusement, là, après, ça me regarde. J'ai pas envie de dire le pourquoi du comment. Ça me regarde. La femme est à bout de nerfs, car depuis cette affaire, tout le monde montre sa famille du doigt. Les gens, ils n'arrêtent pas. On est en train de perdre notre travail. Hein? On est des gens bien. Jusqu'au problème judiciaire de ce frère, la famille Dekar n'avait jamais fait parler d'elle. Abdelhakim a grandi dans cet immeuble HLM d'une petite cité tranquille avec ses 12 frères et sœurs. Ce voisin se souvient d'un garçon adorable. Tout petit, c'était un ange. Ah bon? Un ange. Un ange serviable et tout, vous pouvez lui donner, lui dire n'importe quoi, lui dire tiens je te donne le porte-monnaie, va jusqu'à la boulangerie, je fais une baguette, vous payez la commission. Impeccable. Vous pouvez laisser la porte de la maison tout ça grand ouverte, il n'aurait jamais rien touché. Hein. Plutôt bon élève, les choses se gâtent à l'adolescence. Il aurait fait plusieurs fugues et ses résultats scolaires en auraient pâti. Il est orienté en lycée technique. À sa majorité, Abdelhakim prend le chemin du militantisme. Il ne supporte plus le racisme et les inégalités sociales, comme le raconte l'un de ses copains de l'époque au téléphone. Dans les années 90, il commence à fréquenter des milieux encore plus radicaux, comme certains groupes d'anarchistes qui vivent en marge de la société. En 94, il fait la connaissance d'un jeune couple de révolutionnaires, Audrey Maupin, 21 ans, et Florence Ray, 19 ans. Ces deux étudiants rêvent d'un nouveau mai 68. Ils habitent un squat à Nanterre, aujourd'hui détruit.
L'écrivain et journaliste Frédéric Couder a écrit un livre sur cette histoire, à l'issue tragique. Leur squat en fait ressemblait à peu près à cette maison. On pouvait y vivre l'été en tout cas assez agréablement, une sorte de camping amélioré, c'était propre et bien rangé. Le squat sert aussi aux réunions politiques. À cette époque, Abdelhakim Dekar a 28 ans, il est plus âgé qu'eux. Il en impose, semble sûr de lui et de ses idées. Dekar va être un peu leur mentor, et surtout le mentor d'Audry, et complètement procéder, de mon point de vue, à une sorte de lavage de cerveau. On l'appelait aussi un peu le curé, il donnait des leçons tout le temps. Tout le monde le décrit comme assez manipulateur, mais intelligent. Audry Maupin ne voit rien. Il est fasciné par les théories de Dekar. Selon lui, la banlieue sera le fer de lance du prochain soulèvement populaire. Il se pense et il se voit comme un révolutionnaire. Donc lui, c'est une espèce de délire. Pour faire quelque chose, il faudra une espèce de révolte des banlieues. Et Audry est très sensible à ça. Abdelhakim Dekar s'immisce de plus en plus dans la vie du couple. Florence Ray ne l'apprécie pas beaucoup. Il a trop d'influence sur Audry, à qui il demande maintenant de joindre les actes à la parole, comme se souvient Olivia Kligman, l'avocate de la jeune fille à l'époque. Florence disait qu'il en voulait à tous et à tout le monde et que il fallait, avec la manière forte, faire changer le monde. Sauf que, qu'est-ce qu'il faisait Abdelhakim? Pas grand-chose apparemment. Sauf à l'automne 94. Abdelhakim Dekar achète dans un grand magasin parisien un fusil à pompe en vente libre. Avec cette arme, Audry et Florence vont braquer la préfourrière de Pantin. Ils veulent se constituer un arsenal en récupérant les pistolets des policiers. Ce soir-là, Dekar ferait le guet selon Florence Ray. Mais l'opération tourne au fiasco. Le couple s'enfuit, plusieurs fusillades éclatent, 3 policiers, un chauffeur de taxi et Audry Maupin meurt ce soir-là. Arrêtée, Florence Ray reste mutique. Les enquêteurs s'interrogent sur l'implication d'Abdelhakim Dekar. En garde à vue, il nie tout en bloc. Non, il n'était pas à la préfourrière de Pantin. Et non, il ne connaît même pas Florence et Audry. Quant à l'arme, il l'a bien achetée, mais pour le compte d'un mystérieux commanditaire. Le scénario qu'il avance est rocambolesque. Maître Ozer Félizon, son avocate de l'époque, se souvient de ce personnage énigmatique. Il dit j'étais en mission, et donc pour moi il n'y avait pas de problème, et du reste je vais bientôt sortir, on va me sortir de là. J'étais en mission. Il était en mission parce qu'il a toujours dit qu'il travaillait pour les services. Les services secrets, alors il dit avoir travaillé pour les services secrets algériens, mais également pour les services secrets français. Abdelhakim Dekar explique être un agent envoyé par la sécurité algérienne pour enquêter sur un possible lien entre les milieux d'extrême gauche et les islamistes. C'est un homme poli, bien élevé, intelligent, avec qui je discute, qui veut pas tout me dire, qui m'énerve parce qu'il veut pas tout me dire, qui a une part cachée. De temps en temps, je lui dis « Attendez, là, vous me racontez des histoires, là, moi, je n'y crois pas une seconde à votre truc. » Les policiers ne trouveront aucune preuve de ces supposés liens avec les services secrets. Pour Frédéric Couder, qui a assisté à son procès, Dekar ment sur toute la ligne. Très vite, on comprend que c'est un affabulateur et que ça ne tient pas la route. Son truc, il ne peut pas être un agent double. Il s'invente une histoire, comme nombreux affabulateurs. Il est mythomane, le garçon. En 98, tous les regards sont focalisés sur la jeune Florence Ray. Elle est condamnée à 20 ans de détention. À ses côtés, dans le box des accusés, Abdelhakim Dekar passe quasiment inaperçu. Il écope de 4 ans de prison pour avoir fourni une arme au couple. À sa sortie, il disparaît en Angleterre. Pendant 13 ans, il se construit une nouvelle vie, ici dans la banlieue de Londres. Il tente de se réinsérer et travaille dans un service de restauration collective. En 2000, il épouse une jeune femme d'origine turque, comme le prouve ce document officiel britannique. L'homme ne fait plus parler de lui, avant de réapparaître la semaine dernière. Vendredi 15 novembre, au petit matin à Paris.
Une caméra de vidéosurveillance le filme en train d'attendre tranquillement le tramway. Il est 6h42. Pendant ce temps-là, à la chaîne BFM TV, le journaliste Benjamin Dubois démarre sa journée. Il attend l'ascenseur quand surgit Abdelhakim Descartes. Moi j'étais dans cet axe-là, et puis à ce moment-là, il est arrivé, et puis il a très rapidement mis en joue Philippe Antoine, mon rédacteur en chef, qui était de l'autre côté du comptoir là-bas. Les caméras de vidéosurveillance filment toute la scène. Sur ces images, on voit Abdelhakim Descartes arriver dans le hall en courant et brandir son fusil à pompe. Il fait un geste que je ne perçois pas très bien, donc en essayant d'armer son fusil, et puis là ça va très vite. Moi je me rends compte que j'ai une cartouche qui arrive à mes pieds. Cette cartouche, on la voit tomber en bas à gauche de l'image. Visiblement, l'homme a raté son coup. Est-ce qu'il a tiré, mais ça ne s'est pas enclenché parce qu'il a mal manipulé son arme? C'est possible. Moi j'ai senti de la détermination et puis aussi de la folie. Je sentais que c'était quelqu'un d'illuminé. Sur le moment, on se dit que c'est un fou qui rentre, mais qui est prêt à tout, quoi. Il lui aurait dit que la prochaine fois, il ne le louperait pas. L'homme prend la fuite. La police ne retrouve pas sa trace. Abdelhakim Descartes ressurgit 3 jours plus tard, le lundi 18 novembre. Cette fois, il est déterminé. Lorsqu'il pénètre dans le hall d'accueil du journal Libération, il tire 2 fois sur un assistant photographe de 23 ans. Le jeune homme est grièvement blessé. Après la fusillade, le tireur repart calmement, comme on le voit sur cette image. La police pense alors que l'homme en veut particulièrement aux journalistes. Tous les grands médias sont placés sous haute surveillance. Mais Abdelhakim Descartes réapparaît là où on ne l'attend pas, dans le quartier d'affaires de la Défense. Il tire à 2 reprises sur l'entrée de cette banque, la Société Générale. Plusieurs employés se trouvent dans sa ligne de mire. Par chance, personne n'est blessé. Cette fois, pour quitter les lieux rapidement, il prend un automobiliste en otage. Il l'oblige à le déposer sur les Champs-Élysées. Là, il disparaît dans la foule. Pour retrouver sa trace, la police déploie d'énormes moyens. Une chasse à l'homme s'engage. Un hélicoptère survole le périmètre et des patrouilles quadrillent toute l'avenue. Les policiers sont d'autant plus sur les dents que l'ADN retrouvé sur les cartouches ne correspond à aucune personne fichée. Afin d'éviter un autre drame, le procureur de la République de Paris décide de diffuser un appel à témoins. Cet individu, sur les images en notre possession, est porteur de casquettes, lunettes et d'1 ou 2 sacs qu'il porte en bandoulière. D'après certains témoignages, l'homme se serait enfui par la station de métro Georges V. C'est en visionnant les images de vidéosurveillance que les enquêteurs vont voir pour la première fois son visage en gros plan. Pour brouiller les pistes, l'homme s'est changé. Il porte désormais une doudoune rouge et un bonnet blanc. Cette photo va être décisive. 2 jours plus tard, un habitant de cet immeuble à Courbevoie en région parisienne contacte les enquêteurs de la brigade criminelle. Il a vu la photo du suspect dans la presse et affirme bien connaître cet homme. Il l'a même hébergé quelque temps dans son appartement. C'est grâce à lui que la police arrête Abdelhakim Descartes dans le parking. Depuis son arrestation mercredi, l'homme n'a pour l'instant donné aucune explication aux enquêteurs. Les policiers ont seulement retrouvé 2 lettres manuscrites. Descartes y parle d'un complot fasciste. S'en prend violemment aux journalistes qu'il surnomme les journaputes, payés selon lui pour faire avaler aux citoyens le mensonge à la petite cuillère. Il stigmatise aussi le capitalisme et la gestion des banlieues. Des thèmes récurrents chez lui. En entendant le nom de Descartes réapparaître ces derniers jours, l'ancienne avocate de Florence Ray s'est immédiatement souvenue de l'homme mystérieux rencontré il y a 19 ans.
ce personnage trouble qui est quand même resté sur le côté de la scène, est-ce que ça ne l'a pas traumatisé et est-ce que ça n'a pas fait son chemin de manière à ce qu'à un moment donné, il veuille lui ressortir sur le devant de la scène? Puisque c'est un personnage qui a toujours voulu, je crois, à mon avis, prouver que c'était quelqu'un et qu'en 1994, finalement, il a prouvé qu'il n'était personne. Et je me dis aujourd'hui, est-ce que quelque part, il n'est pas rassuré qu'on parle de lui, que les médias soient que sur lui, enfin que sur lui? Dans la nuit de vendredi à samedi, Abdelhakim Dekar a été mis en examen pour triple tentative d'assassinat, enlèvement et séquestration. Placé en détention provisoire, il risque jusqu'à 15 ans de prison.